Donc ce rapport sur l'option nucléaire face au changement climatique vise clairement à mettre à plat de manière synthétique des choses qui sont pour l'ensemble déjà connues. Il n'y a pas de grande nouveauté, mais vraiment de le faire de manière assez systématique et en balayant trois angles complémentaires d'analyse sur le sujet qui sont importants à traiter séparément et surtout à relier les uns aux autres. Un premier angle assez évident qui est celui des risques spécifiques associés à cette option, qu'il ne faut évidemment jamais perdre de vue, mais aussi et peut-être surtout des angles sur l'efficacité et la cohérence du nucléaire dans la lutte contre le changement climatique, c'est-à-dire d'une part en termes d'efficacité les limites du nucléaire dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et puis d'autre part, en termes de cohérence, la manière dont le nucléaire, comme une des options envisageables, s'insère dans une stratégie globale la plus efficace et la plus rapide à mettre en œuvre possible face à l'urgence. Et donc le rapport est vraiment organisé autour de ces trois parties, en commençant par la question des risques nucléaires, avec des rappels de choses connues. Le nucléaire, le recours à l'énergie nucléaire entraîne avec lui des risques spécifiques, inévitablement. Le premier, c'est peut-être historiquement celui de la prolifération nucléaire, sur laquelle il faut rappeler qu'on a toujours connu une porosité entre les programmes nucléaires civils et les programmes nucléaires militaires. Les matières mises en œuvre, les technologies mises en œuvre sont les mêmes. Et donc, dès lors qu'on développe du nucléaire civil, on prend le risque de ce détournement militaire. Et puis, on sait que non seulement l'explosion d'une arme nucléaire serait une catastrophe, mais que, au-delà de ça, un conflit nucléaire généralisé, historiquement, dès les années 50, a été perçu comme un risque divers nucléaire. Un risque menaçant l'ensemble de l'humanité, et c'est d'ailleurs la première prise de conscience de l'humanité de sa capacité à se détruire. Le deuxième risque important, c'est celui de l'accident majeur nucléaire, et là-dessus, on a malheureusement le retour d'expérience de Tchernobyl et de Fukushima, qui nous dit d'une part que la fréquence de l'accident nucléaire est plus de 100 fois supérieure à ce que la théorie de la démarche de sûreté prévoyait initialement, et qui nous dit aussi que les conséquences d'un tel accident sont des conséquences désastreuses pour les populations, pour l'économie d'un pays, pour les territoires contaminés à très long terme, etc. Et puis, sur le risque d'accident majeur, il faut aussi relever que ce risque augmente actuellement sous l'influence de différents facteurs. Le vieillissement des installations, la pression économique croissante, le risque engendré par le changement climatique lui-même qui génère des agressions supplémentaires pour les installations, et puis tout ce qui relève du risque de malveillance avec la montée de la pression terroriste. Le troisième sujet sur les risques spécifiques au nucléaire, c'est tout ce qui relève de l'accumulation de déchets radioactifs, des rejets dans l'environnement, des sites contaminés à démanteler, etc. Et là-dessus, sans rentrer dans le détail, on peut simplement souligner que ces problèmes s'accumulent et que pour les déchets les plus radioactifs et les plus dangereux, aucun pays à ce jour n'a mis en œuvre de solutions industrielles de gestion, d'élimination définitive de ces déchets. Donc voilà pour... dans leurs grandes lignes, les risques spécifiques attachés à l'usage du nucléaire. Et dans la perspective de la lutte contre le changement climatique, ce qu'il faut simplement souligner, c'est que d'une part, ces risques ont grandi avec le déploiement du nucléaire à son niveau actuel. L'industrie n'a pas apporté de solution pour éliminer ces risques, et donc ces risques augmenteraient inévitablement en cas de nouveau développement du nucléaire pour lutter contre le changement climatique. Et donc, indépendamment de la perception que chacun peut avoir de la gravité de ces risques,
Leur augmentation est en tout cas un problème à prendre en compte et auquel des réponses doivent être apportées. Le deuxième angle d'analyse important pour évaluer la pertinence du nucléaire dans la lutte contre le changement climatique, c'est celui de son efficacité pour réduire les émissions, puisque on a bien sûr un objectif global de forte réduction des émissions de gaz à effet de serre mondiales, de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre. Et donc il est important de mesurer la contribution possible du nucléaire à cette réduction, et pour ça de regarder comment il a contribué jusqu'ici. Le premier point, c'est que si on mesure les émissions attachées à l'utilisation du nucléaire, contrairement à un discours fréquemment entonné par l'industrie qui prétend que c'est une énergie sans carbone, bien sûr, il n'y a pas d'émission directe de CO2, mais en analyse du cycle de vie du nucléaire, en prenant en compte les transports, le béton associé aux constructions par exemple, les émissions associées au nucléaire ne sont pas négligeables. Elles sont de l'ordre de quelques dizaines de grammes de CO2 par kilowattheure, du même ordre de grandeur que les énergies renouvelables, et évidemment très inférieure aux centaines de grammes par kilowattheure des énergies fossiles. En face de ces émissions indirectes associées au nucléaire, qui ne sont donc pas nulles, il faut pouvoir calculer combien le nucléaire évite d'émissions lorsqu'on l'utilise. Et pour ça, il faut savoir, ou en tout cas faire une hypothèse, sur ce que le nucléaire remplace. Alors c'est une hypothèse qui n'est pas simple, puisqu'elle implique évidemment un choix sur le reste du système électrique. L'industrie nucléaire utilise souvent une hypothèse très simple mais biaisée, qui consiste à dire que chaque kilowattheure nucléaire remplace un kilowattheure charbon. On propose ici une méthode qui reste enveloppe, mais qui nous semble plus juste, qui consiste à appliquer, pour calculer les émissions évitées par le nucléaire, les émissions du mix électrique hors nucléaire du moment où ce nucléaire est considéré. Quand on fait ce calcul et qu'on regarde historiquement la contribution du nucléaire donc à éviter des émissions de CO2 liées à l'énergie, on se rend compte que l'impact a été en réalité jusqu'ici très marginal. Alors il n'est pas négligeable là encore, on est à environ 1,5 milliard de tonnes de CO2 liées à l'énergie évitées avec ce calcul enveloppe, mais ça reste marginal par rapport à l'ensemble des émissions, et surtout c'est très faible par rapport à une augmentation des émissions depuis qu'on a introduit le nucléaire, qui est de l'ordre de 30 milliards de tonnes, donc qui est 20 fois supérieure aux émissions que le nucléaire a évitées. Et donc, la leçon de cette analyse historique, c'est que jusqu'ici, le nucléaire n'a évidemment pas permis d'inverser la courbe des émissions, ce qui est pourtant l'objectif nécessaire, et que surtout, il a plutôt accompagné le développement d'un système énergétique fondé sur les énergies fossiles et non soutenables, que constituer une alternative à ce système. Et puis, quand on regarde un peu plus précisément comment la contribution du nucléaire a évolué au fil des ans, on se rend compte qu'en fait, cette contribution a connu son pic en 2000, où le nucléaire, toujours avec le même calcul enveloppe, a représenté 6% d'émissions CO2 énergie évitée. Donc ce pic s'est situé il y a 15 ans, on est descendu depuis à 4%. Pourquoi ? Parce que le nucléaire stagne dans la production électrique, sa part diminue, et d'autres solutions se développent progressivement. En complément de cette analyse sur les émissions que le nucléaire a permis d'éviter, il faut souligner que l'action du nucléaire pour réduire les émissions est par nature restreinte. Son champ d'application est restreint à l'électricité, donc aux émissions de CO2 liées à l'électricité. Et en fait, quand on considère que le nucléaire ne peut représenter qu'une partie de l'électricité
que le CO2 électrique ne représente qu'une partie des émissions de CO2 énergie et que les émissions de CO2 énergie ne représentent qu'une partie des émissions, de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre, on voit que le nucléaire, par nature, n'est pas structurellement en mesure de réduire les émissions ou de faire s'approcher, disons, le niveau d'émission d'un niveau soutenable. On a l'illustration de cette très forte limite avec la France, qui est le pays évidemment qui a poussé le nucléaire à son maximum dans les années 70 et 80 pour d'autres raisons que le changement climatique, mais ça n'empêche qu'on peut en faire le bilan sous cet angle. Donc la France a poussé le nucléaire à pratiquement 80% de son électricité, et cette action, si on la considère sur le CO2 énergie, a conduit à baisser d'environ 15% les émissions françaises de gaz à effet de serre. Cette action évidemment plafonne puisqu'on ne peut pas aller plus loin dans le développement du nucléaire, et alors même qu'elle plafonne, les émissions de gaz à effet de serre françaises restent 4 fois supérieures environ à un niveau soutenable, d'où l'objectif, l'engagement même, à un facteur 4 sur les émissions françaises pris par exemple dans la loi de transition énergétique. Donc on voit bien que le levier nucléaire est tout à fait insuffisant pour atteindre une baisse des émissions à la hauteur nécessaire pour lutter contre le changement climatique. Une fois qu'on a dit ça, ça n'enlève rien à la possibilité de conserver le nucléaire dans un panier de solutions pour lutter contre le changement climatique. Et donc, le troisième volet de l'analyse, le plus important pour bien définir les politiques énergétiques et climatiques à venir, c'est de regarder comment cette option nucléaire dans un panier global de solutions peut jouer en faveur de l'action la plus efficace possible. Sur ce plan, le premier point donc, est de rappeler que une action forte du nucléaire pour réduire les émissions est aujourd'hui totalement hors de portée. On est en ordre de grandeur à 4% de réduction des émissions de CO2. Il faudrait multiplier par 5, 10 le parc nucléaire mondial à très court terme pour avoir une action de grande ampleur, et c'est évidemment impossible. Quand on regarde les scénarios volontaristes, par exemple ceux de l'Agence internationale de l'énergie qui font référence dans ce domaine, les scénarios volontaristes de réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre, et qu'on regarde la contribution des différents leviers d'action à cette réduction des émissions, on se rend compte que même dans les scénarios les plus volontaristes sur le nucléaire, sa contribution à une baisse globale des émissions reste inférieure à 10%. Donc c'est un rôle mineur dans tous les cas, mais ce qui est intéressant à observer, c'est que ce rôle mineur, même, relève d'un effort majeur sur le parc nucléaire, puisqu'il faudrait, pour atteindre ce niveau de contribution, revenir dans les prochaines années et maintenir durablement un niveau de construction annuelle de réacteurs tel que celui qu'on a connu pendant quelques années au pic de la construction du parc mondial. Donc c'est quelque chose qui aujourd'hui, là encore, paraît très improbable en regard de la situation du nucléaire mondial. Et en fait, on se rend compte que la confiance que peuvent accorder des scénarios comme ceux de l'Agence internationale de l'énergie à la capacité respective du nucléaire et des énergies renouvelables à se développer pour fournir une électricité bas carbone est à l'opposé de leur dynamique réelle actuelle. En fait, aujourd'hui, c'est le nucléaire, le nain dans l'électricité et les renouvelables qui sont en train de prendre une part croissante. Quelques chiffres pour illustrer ça. Les renouvelables, c'est d'ores et déjà aujourd'hui en électricité 5 fois plus de capacité installée que le nucléaire, 2 fois plus de production, et surtout, ce qui illustre vraiment la dynamique actuelle, c'est que sur les 10 dernières années, c'est en moyenne 10 fois plus d'investissement dans des capacités électriques renouvelables que dans les capacités nucléaires. Donc,
Clairement, c'est les renouvelables et pas le nucléaire qui sont aujourd'hui la principale option mise en œuvre pour développer une électricité bas carbone. Il y a une raison assez simple à ça, qui est une raison purement économique. Le nucléaire, historiquement, a connu un coût régulièrement croissant. L'évolution du coût de construction des réacteurs français, par exemple, au fil du temps et des différents paliers, illustre complètement cette courbe d'apprentissage négative. Les nouveaux réacteurs ne font pas exception. Partout dans le monde, on observe des surcoûts et des délais, et on les observe particulièrement sur les projets de réacteurs portés par la France, de réacteurs EPR en France, en Finlande, où deux réacteurs sont en construction, et au Royaume-Uni où l'EPR est en projet. Et quand on compare cette évolution des coûts du nucléaire avec les renouvelables, dont les coûts diminuent parfois très vite, et avec l'efficacité énergétique, on se rend compte qu'en fait, le nucléaire est de loin une solution de moins en moins compétitive par rapport aux meilleurs renouvelables et par rapport à l'efficacité énergétique. Et la conclusion de ça, puisque on ne peut investir $1 ou €1 qu'une fois, et que ces solutions sur la demande et sur les renouvelables rapportent beaucoup plus d'émissions évitées par euro ou dollar investi que le nucléaire, on peut dire que partout dans le monde, quelle que soit la situation, les projets de nouveaux réacteurs, lorsque les gouvernements les développent, se substituent en fait, dans tous les cas, à des solutions disponibles, plus rapides, moins chères et plus efficientes pour réduire les émissions. Autrement dit, il n'y a pas de situation aujourd'hui où des projets de nouveaux réacteurs se justifient sous l'angle du changement climatique par rapport à des solutions plus efficaces. Le tout dernier point à analyser, c'est celui du nucléaire existant et de sa place éventuelle dans une politique de lutte contre le changement climatique. Et là, c'est un débat plus difficile, mais qui est assez bien illustré par la comparaison entre la situation de l'Allemagne et la situation de la France. En Allemagne, malgré tout ce qui peut être véhiculé en France comme image fausse sur une Allemagne s'appuyant sur le charbon pour sortir du nucléaire, etc., on observe en réalité une politique extrêmement cohérente. D'abord parce qu'il y a bien une baisse globale des émissions de gaz à effet de serre allemandes, donc en prenant en compte l'ensemble des émissions et des secteurs, et en ne tirant pas des conclusions générales à partir de la seule analyse du secteur électrique. Et puis dans le secteur électrique, on observe en fait une politique tout à fait cohérente pour le long terme d'évolution du système, avec d'abord une politique d'action sur la demande d'électricité qui a tardé à se mettre en œuvre, mais qui porte aujourd'hui ses fruits avec une réduction de la consommation électrique, et puis surtout une logique de substitution où la fermeture de réacteurs nucléaires offre un espace au développement des renouvelables, et où progressivement le développement des renouvelables permet déjà et va permettre la fermeture des centrales à charbon. L'Allemagne fait notamment l'illustration du fait qu'on ne peut pas additionner dans un système électrique toutes les filières, et que le nucléaire et les installations thermiques peuvent cohabiter, les renouvelables et les installations thermiques cohabitent, mais le nucléaire et les renouvelables sont la combinaison la moins efficace possible. Et l'Allemagne s'appuie, a vraiment une trajectoire cohérente d'évolution de son mix électrique par rapport à ça. A l'inverse, en France, on a aujourd'hui un système électrique qui évolue peu du fait de la présence du nucléaire. Comme on l'a déjà dit, cette présence n'a pas permis et ne permettra pas de réduire les émissions à un niveau soutenable. Donc d'autres actions sont nécessaires. Et quand on regarde, ça a été fait dans le débat national sur la transition énergétique,
les différents scénarios pour atteindre ce facteur 4 sur les émissions de gaz à effet de serre à long terme, on observe deux choses importantes. La première, c'est que l'atteinte de cet objectif passe nécessairement par une action forte sur la consommation d'énergie. C'est pour ça qu'on a un objectif de baisse de 50% de notre consommation d'énergie finale à l'horizon 2050. Et le deuxième point, c'est que les scénarios qui atteignent effectivement le facteur 4 passent par une réduction de la part du nucléaire, voire une sortie à terme du nucléaire. Pourquoi ? Parce que c'est par cette action-là qu'on permet la transformation la plus en profondeur du système, transformation en profondeur qui est nécessaire pour agir au niveau voulu sur les émissions. On a par ailleurs aujourd'hui une étude de l'ADEME qui confirme que le 100% énergie renouvelable dans le système électrique français est faisable techniquement et économiquement. Et puis on a enfin un certain nombre d'études qui nous confortent dans l'idée que cette transition énergétique vers un système 100% renouvelable, que le nucléaire freine, voire verrouille aujourd'hui, c'est une transition qui est par ailleurs porteuse d'une véritable opportunité économique, créatrice d'emplois et créatrice de richesses. Et donc, en conclusion et en très rapide résumé, lorsqu'on considère le nucléaire comme une option de lutte contre le changement climatique, il faut d'abord ne jamais perdre de vue que ça entraînerait une augmentation des risques qui lui sont spécifiques et qui sont des risques tout à fait considérables. Ne pas perdre de vue non plus que l'efficacité de cette option est fortement limitée, marginale aujourd'hui, et en tous les cas insuffisante par rapport à l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre. Et puis, surtout, prendre en compte le fait qu'aujourd'hui, le nucléaire est une option non compétitive, moins efficace que les priorités d'action sur la demande et de développement des renouvelables, que ceci élimine pratiquement l'intérêt de construire de nouveaux réacteurs pour lutter contre le changement climatique, et que même le nucléaire existant constitue en fait un frein à cette transformation en profondeur, cette transition énergétique qui est la clé pour revenir à des niveaux soutenables d'émissions de gaz à effet de serre.